Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur une histoire absurde, celle d'un petit village en bordure de Port-au-Prince qui porte encore aujourd'hui le nom du colon le plus sanguinaire que la colonie ait connu. Depuis l'avènement du mouvement Black Lives Matter, une dynamique de déboulonnement des effigies colonialistes dans l'espace public a pris naissance dans le monde. Je n'étais pas toujours d'accord avec le côté tout azimut de ce mouvement. Je pensais que chaque pays avait le droit de choisir ses héros, donc les statues qu'ils veulent sur la voie publique. Si les Français veulent mettre une statue de Jean-Baptiste Colbert, l'auteur intellectuel du Code Noir, sur le port de La Rochelle, pourquoi pas? Après tout, il leur a été utile. Du moment qu'elle n'est pas présente sur la place d'Anne les Gonaïves ou sur le champ de Mars à Port-au-Prince. Si les Anglais veulent une statue d'Edward Colston, grand marchand d'esclaves du XVIIe siècle, dans le port de Bristol, pourquoi pas? Après tout, il leur a été utile. Du moment qu'elle n'est pas érigée à Kingston ou à Accra. Chacun a le droit de choisir ses héros et de les exhiber. Même si je doute que l'État d'Israël aurait été d'accord de savoir qu'il existe à la porte de Brambourg une statue de Klaus Barbie ou du docteur Mengele. J'aurais été solidaire de leur indignation. Certains parlent du mouvement de déboulonnement comme une violence symbolique. D'autres parlent de respect mémoriel. Je ne rentre pas dans ces débats stériles où les deux parties ne sont pas à voix égale. Mais je pose une simple question de bon sens. Comment accepter de se voir imposer des symboles de criminels sur la terre des victimes? Odieux, honteux. Et qu'en est-il de la violence mémorielle? C'est une histoire de ce genre que je vous raconte dans cette émission sur Haïti Culture et Perspective. Pour cette 26e édition, je vous amène avec moi à Caradeux, petit village en bordure de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce village avant de découvrir, lors de la préparation de mon émission sur les risques d'inondation en Haïti, qu'il a été victime des intempéries du 8 mai 1987. Selon Haïti Référence, 21 familles avaient été affectées par ces intempéries. Caradeux est un tout petit village rattaché à la commune de Tabar dans le département de l'Ouest. Les gens y vivent modestement. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, Caradeux était devenu un énorme camp de tentes abritant les sinistrés du séisme à la recherche d'un refuge antisismique de fortune. Pas loin de 12 000 personnes y vivaient dans des conditions déplorables après ce séisme. Aujourd'hui, les gangs tentent de prendre position de ce village et de le contrôler. Mais si ce village s'appelle Caradeux, c'est qu'il y a une explication historique. Une histoire pas jolie. Une histoire de sadisme et d'humiliation de l'homme par l'homme. Mais aussi une histoire de lutte et de bravoure. Jean-Baptiste de Caradeux de la Caille est né le 24 février 1742 dans la Croix des Bouquets, dans la colonie de Saint-Domingue, dans une ancienne et noble famille française. Sa mère, Louise Amable Simon, et son père, Jean-Jacques de Caradeux, sont tous les deux nés à Saint-Domingue. Bien qu'il soit né à Saint-Domingue, Jean-Baptiste Caradeux fréquente les meilleures écoles de France. C'est à Paris, dans le 75e arrondissement, qu'il épouse une jeune aristocrate de 20 ans, du nom d'Agathe Jeanne Louise Rochette,
de la Toison Roche-Blanche, le mardi 25 janvier 1785. Mais c'est à Saint-Domingue que le couple donne naissance successivement à 3 enfants. Hercule de Caradeux, né le 1er février 1786, Agathe-Louise de Caradeux, né le 9 avril 1787, Achille de Caradeux, né le 30 avril 1789. Jean-Baptiste de Caradeux est tour à tour aide-de-camp du prince de Rohan en 1767, aide-de-camp du comte d'Henry de 1775 à 1776, aide-de-camp du comte d'Argout. Mais en 1777, c'est la consécration. Il devient général et commandant en chef des troupes françaises de l'île de Saint-Domingue et a sous sa direction les gardes nationales de Port-au-Prince. Grâce à l'exploitation des esclaves, l'homme amasse une fortune colossale vers la fin du XVIIIe siècle, de telle sorte que sa plantation est l'une des plus grandes du département de l'Ouest. Il devient le plus grand propriétaire de la plaine du cul-de-sac. Mais si l'homme est assis sur une telle fortune, c'est parce qu'avec les esclaves, il est sans pitié, sadique même. Voilà ce que dit l'historien Thomas Madiou. Caradeux, le blanc peut-être le plus cruel qui ait existé à Saint-Domingue, avait une habitation à peu de distance du Port-au-Prince. Il était sur cette terre un petit potentat ayant droit de vie et de mort sur ses sujets. Lorsqu'il donnait des festins, il réunissait les familles blanches les plus distinguées et faisait en leur présence danser ses esclaves sur les terrasses de sa brillante demeure. Dans l'après-midi, les convives donnaient aux dames le spectacle de leur adresse. Un esclave se plaçait à 30 pas devant eux avec une orange sur la tête. Celui auquel les dames adjugeaient la couronne avait abattu la pomme d'or d'une balle de pistolet. Heureux, l'esclave quand il n'avait pas été tué ou lorsqu'il sortait de ses jeux sans avoir un membre fracassé. Ce n'est pas tout. D'autres jeux succédaient à ces premiers. Caradeux faisait lier à de longues planches des jeunes gens ou des vieillards nus et leur administrait du fouet jusqu'à ce qu'ils fussent couverts de sang. La joie des spectateurs était bruyante et les tortures de ces infortunés n'excitaient aucun sentiment de compassion. Le supplice auquel Caradeux condamnait ordinairement ses esclaves était de les enterrer jusqu'à la ceinture et de les laisser mourir, exposés aux rayons du soleil, la tête couverte de mélasse. D'autres historiens rapportent d'autres horreurs. C'est-à-dire que l'homme était si sanguinaire qu'on le surnommait le cruel. Dans ces heures les plus sombres, il pouvait jeter un esclave dans un fourneau ou dans une chaudière bouillante de sirop de canne. Caradeux possédait à Saint-Domingue près de 300 esclaves dans sa plantation. Cet homme avait la haine en lui. Il détestait tant les Noirs que les affranchis. Les affranchis, ce sont ces mulâtres ou Noirs libres, parfois fortunés, mais qui n'avaient pas de pouvoir politique. Lorsque ces derniers réclamaient des droits politiques, à savoir d'élire et d'être élus, il les réprime. Il a fallu une terrible bataille à Pernier au cours de laquelle les affranchis se font aider de 300 esclaves nommés les Suisses pour que leurs droits soient étendus par le Concordat du 24 septembre 1791. Mais ces Noirs, ces Suisses furent hélas lâchés par les affranchis et massacrés par les Blancs. Selon l'historien Pierre Buteau, Caradeux fut le principal responsable de l'élimination systématique de ces Suisses près du Môle Saint-Nicolas. Caradeux est un homme influent dont le pouvoir ne cesse de croître. En effet, il cumule des pouvoirs policiers, paramilitaires, économiques, mais aussi politiques. En effet, il fait partie d'une sorte de confrérie formée de grands planteurs blancs, parmi les plus radicaux et les plus racistes de la colonie, des blancs extrémistes qui détestent les Noirs et les mulâtres. Cette organisation parallèle s'appelle les Crochus,
un groupuscule hyper violent qui viole, vole, pille, torture et tue, sans aucune merci. C'est sous couvert de cette milice que Kara II organise le massacre des affranchis entre le 21 et le 22 novembre 1791. Puis, sentant le vent tourner, la révolte se généraliser dans la colonie de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Kara II se dit qu'il est temps de s'en aller. L'historien Thomas Madieu écrit « Kara II, cet ennemi implacable des Noirs et des Jaunes, se montra dégoûté de Saint-Domingue. Il découvrit que la colonie échapperait aux Blancs tôt ou tard. Les esclaves ayant levé la main sur leur maître, le prestige de l'aristocratie de la peau blanche était détruit. Il prédit aux siens qu'ayant à lutter 1 contre 20, il succomberait infailliblement. Profitant d'un moment de calme, il partit pour les États-Unis avec 50 de ses esclaves. Sa femme meurt le 3 janvier 1791 à l'âge de 26 ans seulement. Alors plus rien ne retient à Saint-Domingue Jean-Baptiste Kara II de Lacaille. L'homme de tous les pouvoirs s'enfuit en 1792, tel un lâche, tel un voleur, en emportant avec lui son orgueil et son discours suprémaciste. Il achète une plantation dans le comté de Berkeley, en Caroline du Sud, où il continue à posséder des esclaves et à leur infliger les pires sévices possibles. Il meurt de sa belle mort le 25 mai 1810 à Saint Thomas Parish, à Charleston, dans l'État de Caroline du Sud. Il avait 68 ans. Le village Kara II porte donc le nom de ce sadique. C'est comme si une mère décidait de donner à son fils le nom de son violeur. Absurde, honteux, triste, surréaliste. Comme disait Maurice Sixto dans son texte « J'ai vengé la race », je n'ai pas vu une statue de Duce à Addis Abeba, ou encore une statue du Führer à l'aéroport de Tel Aviv. Pour ceux qui connaissent le texte, il s'agit d'un passage pendant lequel un ambassadeur haïtien attaché à Paris défend l'argument selon lequel la statue de Christophe Colomb n'a rien à faire dans la baie de Port-au-Prince. Mais si le navigateur génois n'a rien à faire à Port-au-Prince, pourquoi ce village de l'ouest de Port-au-Prince garde-t-il le nom du plus cruel colon de l'histoire de ce pays? Kara II n'est pas un cas isolé. Selon cet article d'Emmanuel Moïse Yves du groupe Aïbo Post, d'autres localités portent encore aujourd'hui le nom de leur bourreau. C'est le cas notamment de Fleuriot. Fleuriot, un village qui porte le nom d'Aimé Benjamin Fleuriot, un marchand d'esclaves notoire, originaire de La Rochelle, dans une famille protestante. Il devient l'un des plus grands propriétaires terriens de Saint-Domingue, avec l'habitation de Bellevue dans la plaine du cul-de-sac, avec 325 hectares et 300 esclaves en sa possession. S'il fut incontestablement moins sadique que le nommé Kara II, il n'en demeure pas moins absurde de voir un pays aussi fier qu'Haïti garder encore les noms de ses bourreaux. Il est urgent de faire l'inventaire de ces signes historiques insultants et de les supprimer au nom du respect des victimes. Alors, rendez-vous dans la description de cette vidéo et signez la pétition intitulée « Changer le nom du village Kara II en Haïti ». Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette autre injustice mémorielle. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui s'est donnée pour mission de dire du bien d'Haïti. Et avant que je parte, je voudrais juste vous rappeler qu'il est fondamental de continuer à vous abonner à cette chaîne. Cela veut dire que au plus j'aurai d'abonnés, au plus j'aurai matière à ce que cette chaîne continue.
Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.